Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la colère des pensionnaires de l'école normale des instituteurs du Togo, promotion 2013-2014. Ils ont observé ce matin un sit-in devant le ministère des enseignements primaires et secondaires pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Les Guinéens s'apprêtent à aller aux urnes le 11 octobre prochain, un scrutin déterminant pour l'avenir du pays. Et puis Daesh continue de dicter sa loi en Syrie. L'organisation a détruit ce jour l'arc de Palmyre, un joyau de l'architecture syrienne. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au journal de Delta Santé. Voilà, nous disons en titre, les pensionnaires de l'école normale des instituteurs du Togo, promotion 2013-2014, ont observé ce matin un sit-in devant le ministère des enseignements primaires et secondaires. Le but de cette manifestation était de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plus de précisions avec Rosine Adjogli et Maoli Hevi. C'est à travers des cris, des chants de protestation qu'ils veulent se faire entendre par le gouvernement. Eux, ce sont les instituteurs sortis de l'école normale d'instituteurs ENI promotion 2013-2014. Ce matin, ils se sont regroupés devant le ministère des enseignements primaires et secondaires afin de crier leur ras-le-bol sur leur situation qui est de plus en plus déplorable et qui perdure depuis des mois. Nous avons passé le concours de recrutement des enseignements de l'école normale d'instituteurs en décembre 2012. En 2013, le 13 mai, on était parti en formation. Et la formation s'est pris fin le 26 février 2014. Et depuis ce temps, on est resté à la maison de février jusqu'au mois d'octobre, sans salaire. Et en mois d'octobre, on nous a fait sur le terrain, nous venons de faire 13 mois de service sans salaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, pour leur faire savoir que nous sommes là. Il faut que nos décisions d'engagement sortent dans les brefs délais et pour que les situations se régularisent. Ils sont au moins 1018 instituteurs à être formés par l'école normale d'instituteurs sur toute l'étendue du territoire national. Et ils se sont engagés afin de servir dans le secteur de l'éducation. Mais force est de constater que l'État ne respecte pas ses engagements. Plusieurs fois, on a pris attache avec les autorités. Combien de fois on n'est pas venu ici au ministère pour savoir quelque chose, ce qui se passe exactement. Bon, toujours c'est des négociations, on nous dit quelque chose de concret. Bon, aujourd'hui, on est là pour manifester, pour leur faire savoir que bon, trop c'est trop. La grève, c'est pas quelque chose qui nous plaît tous, mais il faut qu'on manifeste, on fait quelque chose pour faire savoir au gouvernement, aux autorités que bon, nous existons quoi. Nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de manger, nourrir la famille. Notons que la grève se déroule sur toute l'étendue du territoire national et elle touche toutes les écoles normales d'instituteurs au Togo. Les femmes de l'organisation pour bâtir un Togo solidaire au but ont tenu le samedi leur convention nationale. Il était question pour ces dernières de faire le bilan des actions menées en faveur de l'intégration de la femme togolaise dans la vie socio-politique du Togo. On retrouve Arif Harouna et Mathias Essessi pour le reportage. C'est dans cette salle, en présence du président national et plusieurs autres responsables du parti, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but, qu'a été lancée la deuxième convention nationale des femmes solidaires du parti. Une convention dont la tenue s'imposait selon certaines raisons. Aujourd'hui, c'est la convention des femmes solidaires. Mais la particularité, c'est quoi? C'est que les chefs d'État et de gouvernement réunis en Assemblée générale aux Nations unies ont évalué les objectifs du millénaire. Mais il y a une seule condition pour que ces objectifs-là se réalisent. C'est de réaliser la parité entre hommes et femmes d'ici 2030. Il ne nous reste que 15 ans. Nous devons cesser les violences faites aux femmes. Nous devons donner à la femme la place qui lui revient au sein de la société. Si nous le faisons, je pense que nous ferons progresser l'humanité. Nous ferons jaillir ici, si vous voulez, la prospérité. Placée sous le thème « Femmes solidaires, femmes engagées pour un Togo émergent et prospère »,
La convention a permis de procéder à la révision du règlement intérieur et d'adopter un plan d'action pour redynamiser le rôle des femmes solidaires au sein de OBU et au sein de la société togolaise. Reconduite à la tête du bureau des femmes solidaires de ce parti, la présidente a tenu à souligner une fois encore l'importance du thème retenu. Et par rapport aux objectifs du millénium, et OBU est dans cette dynamique. Et pour faire le débat, pour débattre sur la parité genre. Et je suis sûre et convaincue que OBU sera le parti d'opposition qui va commencer ce débat sur le genre, afin d'exhorter nos gouvernants et à observer l'équité genre dans nos institutions gouvernementales, législatives et au niveau de l'administration togolaise. Nous allons encourager les femmes à ne plus penser que la politique est une histoire des hommes. Non, nous sommes tous les fils d'une même nation et sommes appelés par conséquent à travailler pour la bonne marche de ce pays. Au Togo, les femmes représentent plus de 52% de la population, mais ne sont que minoritairement représentées dans toutes les sphères de gouvernance. On comprend donc qu'il reste beaucoup à faire. Familk Togo s'engage en faveur du développement de l'éducation au Togo. La Société des produits laitiers a procédé hier à cet effet à la distribution des produits des fournitures scolaires aux enfants de Lomé. Arif Aruna Maouli pour le reportage. Nous sommes à la plage, en face de l'hôtel Ibis. C'est le lieu que la société Familk a choisi pour un spectacle au cours duquel elle a distribué des articles scolaires et des produits Familk, une initiative que la Société des produits laitiers du Togo a prise pour accompagner les jeunes en ce début de la rentrée scolaire. Oui, je suis très content. En plus, j'ai dansé avec une jeune fille très jolie et puis ça s'est passé comme ça. Familk, c'est une société très belle, quoi. J'adore trop Familk. Bon, j'aimerais dire à la société Familk de bien continuer comme il est en train de faire. Moi, je vois que Familk nous a beaucoup aidé. Déjà, je n'ai pas encore terminé les fournitures de mon enfant. Avec ça, là, je crois que ça peut m'aider beaucoup à terminer. Cet événement a entre autres été marqué par des jeux de questions-réponses, des concours de danse et des sketchs. Familk Togo se fait toujours remarquer par plusieurs actions tant dans le domaine social que éducatif. Située dans la zone portuaire de Lomé, la société Familk organise chaque année des activités de ce genre en vue d'égayer les jeunes. Alors, comment allez-vous? On va bien. Asseyez-vous. Toujours en page nationale, la journée d'hier a été aussi marquée au ministère international Jésus en Action par une cérémonie de remise de kits aux apprenants de la dite église et à ceux des quartiers environnants, un don effectué pour amener ces apprenants à cultiver l'excellence. Sylvana Tebaïma, Maolihevi. Des cahiers, des livres, des bics, des crayons, bref, tout ce qu'il faut pour constituer les fournitures scolaires. C'est le contenu du kit qui a été offert hier dimanche aux élèves de l'église du ministère international Jésus en Action, une initiative du premier responsable de la dite église. Ce n'est pas seulement les élèves du ministère international Jésus en Action. Quelque part, il y a d'autres qui ont cet article qui ne sont pas de notre église. Il y a d'autres qui sont d'églises sœurs qui ont aussi bénéficié de ce don. Donc, quelque part, ce n'est pas seulement uniquement les élèves du ministère international Jésus en Action qui ont encaissé ce cadeau. Un don apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires et leurs parents qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je suis vraiment heureuse parce que là, c'est un inestimable cadeau que le pasteur, le prophète Cephas Antonio m'a offert. Je suis vraiment contente. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je le remercie du fond du cœur pour son amour. Qu'il soit béni maintenant et à jamais. Je trouve ce cadeau très formidable et je remercie Dieu et je remercie le prophète Cephas pour m'avoir offert ce cadeau. Je ne fais que remercier le prophète Cephas pour les dons qu'il a offerts aux enfants. Nous le remercions vivement.
En tant que parents d'élèves, nous sommes très contents et que Dieu le bénisse abondamment. L'église du ministère international Jésus en Action est créée depuis quelques années et s'investit énormément dans le social, ce dont le premier du genre veut à point nommé pour encourager l'excellence au sein de l'église. Hors de chez nous, les Guinéens iront aux urnes le 11 octobre prochain pour le compte de la présidentielle. 8 candidats sont en liste pour ce scrutin. Mais en attendant le jour J, la classe politique guinéenne se mobilise pour la réussite de ce scrutin. Ils iront aux urnes pour élire le prochain président de la République le 11 octobre 2015. Au départ, 24 à briguer la magistrature suprême. Ils seront 8 candidats à s'affronter pour le siège présidentiel. 5 candidats ont déjà participé à cette élection il y a 5 ans. Le défi pour le prochain président guinéen est la réconciliation nationale. Nous, organisations de la société civile, nous sommes interpellés parce que nous n'obtiendrons que ce que nous voulons que la réconciliation nationale soit. Et ça, c'est un défi majeur. Donc, du point de vue bilan, en matière de droits de l'homme, de plus en plus, les agents de l'État se sentent justiciables. Et c'est d'autant évident que l'ouverture des enquêtes sur les massacres du 28 septembre 2009 et l'ouverture d'une information judiciaire a débouché aujourd'hui, grâce à notre accompagnement avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et avec l'appui de l'Union européenne, nous avons débouché sur la constitution de 400 personnes comme partie civile. Aujourd'hui, nous sommes à 14 inculpations. Le 28 septembre 2009, l'armée a réprimé une manifestation pacifique organisée par les forces vives dans le stade de Conakry. Une manifestation qui a fait plus de 150 morts et 1200 blessés. Ce massacre a été unanimement condamné par la communauté internationale. Malgré les divergences au sein de la classe politique, le 11 octobre ouvrira une nouvelle page de l'histoire politique en Guinée. Il y a eu des soubresauts à un moment donné en matière d'ethnostratégie, comme on l'appelle ici. Des stratégies politiques qui utilisaient l'ethnie pour pouvoir se positionner. Mais ça s'est surtout exacerbé depuis 2009. Et ça a atteint son summum avec les élections de 2010, ce qui est très déplorable. Et aujourd'hui, nous l'avons déclaré une fois le 26 mai passé. On avait dit que l'essentiel des stratégies que devaient mener les politiques, c'est de soigner leur discours et de tenir compte du fait que la Guinée est une et indivisible. Désigné candidat le 25 juillet 2015 par son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, 63 ans, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, continue de contester la légitimité du président Alpha Condé. Le 1er octobre, l'opposition politique a appelé au report d'une semaine du scrutin présidentiel. Hors du continent africain, parlons à présent de cette série d'inondations qui frappent actuellement plusieurs villes françaises. Des inondations dues à des importantes précipitations. Le bilan des dégâts est important. Plus de 24 heures après les pluies diluviennes qui ont endeuillé la région, le centre historique de Cannes panse ses plaies. Et si certains commerçants ont déjà rouvert leurs terrasses, une majorité de restaurateurs constatent l'ampleur des dégâts. Comme dans ce restaurant italien, où le gérant espère vite tourner une page douloureuse. Je dis à mes salariés de se tenir prêts parce qu'on va ouvrir le plus vite possible. Mercredi sûrement ? J'espère. La page sera sans doute plus difficile à tourner pour ce commerçant du centre-ville, doublement victime ce week-end. En plus des intempéries qui ont ravagé une grande partie de son stock de chaussures, il a découvert cette nuit que plusieurs dizaines de voleurs s'étaient servis dans son magasin inondé. Non, c'est pas vrai. C'est indescriptible. Voilà, c'est un sentiment d'abord de rage, de haine, et puis bien sûr, les intempéries, c'est la nature, on n'y peut rien. Mais que profitant de cette situation, on saccage complètement un dépôt de 300 mètres carrés, ça c'est très très dur. En pleine nuit, Hamid Ouanès découvre l'ampleur des dégâts. Des centaines de chaussures de marque ont été dérobées. Dehors, un vigile a été envoyé par l'assurance pour éviter de nouvelles dégradations. À l'étage, l'inventaire se poursuit. Ok, ils ont tout pris en fait. Là, il y avait
Il y avait un appareil photo, là il y avait un ordinateur, les disques durs, tout a disparu en fait. Voilà. Comme à Midouanes, plusieurs commerçants ont constaté des vols dans leurs magasins suite aux intempéries. Ce matin, le ministère de l'Intérieur confirme que 9 personnes ont été interpellées. La colère des employés de la compagnie aérienne de transport Air France. Plusieurs salariés du groupe ont agressé le 2 de leurs responsables ce jour après l'annonce de la suppression de 3000 postes. Du coup, ils ont tenu à exprimer leur ras-le-bol à travers une grande manifestation. L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi, après la confirmation par la direction que le plan de restructuration menacerait 2900 postes. Les employés ont violemment interrompu le comité d'entreprise centrale qui se tenait à Roissy ce matin. Le directeur des ressources humaines, Xavier Brossetta, a été agressé par la foule hostile. Comme on peut le voir sur ces images, sa chemise a été mise en lambeaux et selon un délégué syndical, il a manqué de se faire lyncher. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. Air France a fermement condamné les violences physiques et annoncé son intention de porter plainte. Les employés en colère exigent le départ du PDG Frédéric Gaget. On a très peu d'augmentation, on n'est pas reconnu dans notre métier, c'est surtout ça. Et on demande simplement que M. de Gignac quitte la compagnie. Il nous a fait beaucoup de mal depuis qu'il est là. Et il nous a rien apporté. Il est là uniquement pour défendre les intérêts des actionnaires. Il ne s'occupe pas du personnel. On nous demande de travailler plus. On a déjà donné avec Transform. On a déjà bien donné. Le salaire a légèrement baissé. On a travaillé plus. Maintenant, on nous demande encore de travailler à nouveau plus. On va en mourir. On ne peut pas travailler plus. Parmi les 2900 postes évoqués sont menacés 300 pilotes, 900 hôtesses et stewards et 1700 personnels au sol. Un plan qui fait suite à déjà 5500 suppressions de postes entre 2012 et 2014. Également dans l'actualité de ce jour, s'achemine-t-on vers une troisième intifada? C'est la question que beaucoup d'observateurs se posent. En tout cas, la violence a atteint ce jour son paroxysme après la mort d'un jeune Palestinien abattu par l'armée israélienne. La situation est inquiétante puisqu'elle se dégrade au fil des heures. Un deuxième adolescent palestinien tué par l'armée israélienne et plus de 150 blessés en 48 heures. Les affrontements ne connaissent plus de répit en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Près de Ramallah, des dizaines de jeunes, parfois des enfants, ont défié toute la journée les soldats de Tsahal avec des jets de pierre et des cocktails Molotov. Benjamin Netanyahou a déclaré avoir pris de nouvelles mesures pour prévenir, dit-il, le terrorisme et en déterrer et punir les auteurs. Le Premier ministre israélien a par exemple ordonné d'accélérer les démolitions de maisons appartenant aux auteurs d'attentats ou à leurs familles. À Balaa, près de Toul-Karem, des centaines de Palestiniens ont assisté aux funérailles du jeune homme de 18 ans tué par des tirs israéliens dimanche. Notre peuple et la génération qui est née après les accords d'Oslo veulent maintenant en finir avec ces accords à travers cette résistance, leur résistance, parce qu'ils souffrent d'insultes quotidiennes. Ce dont nous avons besoin maintenant de la communauté internationale, spécialement de l'Union européenne, c'est de dire la vérité et envoyer une protection internationale pour notre peuple. Côté israélien, 4 personnes ont été tuées depuis jeudi. Les craintes d'un nouveau soulèvement palestinien général sont de plus en plus sérieuses et aucun appel à la retenue ne s'est pour l'instant fait entendre. Comme on le voit, la colère grandit des deux côtés tous les jours un peu plus. L'escalade continue et la situation menace d'empirer avec plus de sang versé, à moins que la communauté internationale intervienne afin de favoriser un compromis politique satisfaisant des deux côtés. En Syrie, la Russie poursuit sa série de frappes sur des positions occupées par Daesh. Des frappes menées pour aider son allié Bachar al-Assad pris en étau. Mais voilà, depuis son démarrage, l'intervention russe en Syrie fait polémique. La Turquie accuse dans le même temps des avions russes d'avoir violé son espace aérien.
Sans relâche, depuis 6 jours, l'armée russe frappe la Syrie. Et comme chaque jour, impossible de savoir de source indépendante si les djihadistes du groupe État islamique sont les cibles. Moscou affirme ce lundi avoir visé 9 positions terroristes. Objectif annoncé, désorganiser la chaîne de commandement et endommager la logistique. Les provinces de Homs, Latakia et Idlib ont été ciblées. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG indépendante, l'État islamique n'est pratiquement pas présent dans ces territoires. Mais pour le ministre russe des Affaires étrangères, ces opérations sont transparentes. J'ai entendu la déclaration du Premier ministre irakien concernant son intérêt pour l'aide de l'aviation russe à combattre des positions terroristes sur le territoire irakien. Il l'a dit après les premiers jours de notre opération en Syrie, ce qui prouve sa grande efficacité. Une intervention qui agace la Turquie, d'autant qu'elle accuse Moscou d'avoir violé son espace aérien. Inacceptable, a réagi l'OTAN, une erreur, a répondu Moscou. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu précise que son pays répondra en cas de nouvelles provocations. Restons toujours en Syrie pour parler cette fois-ci de cette nouvelle attaque de l'État islamique. L'organisation a détruit ce jour l'arc de Palmyre, l'un des joyaux du patrimoine culturel syrien. On l'appelait la perle du désert syrien. La ville de Palmyre en Syrie a encore perdu un joyau architectural rasé par l'État islamique. Cette fois, c'est l'Arc de Triomphe, vieux de 2000 ans, que le groupe djihadiste a fait sauter. Un monument civil et non religieux, ce qui fait dire au chef des antiquités en Syrie que les motivations de l'État islamique ne sont même plus idéologiques. Palmyre, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est tombée aux mains de l'État islamique en mai dernier. Et depuis, les destructions méthodiques se succèdent. Les temples de Baal-Shamin et de Bel en août, les tours funéraires en septembre. Le chef des antiquités de la ville avait lui été exécuté. L'organisation contrôle près de la moitié du territoire syrien et d'après les Nations Unies, quelques 300 sites historiques auraient été détruits, endommagés ou pillés depuis le début de la guerre en 2011. Je propose à présent, mesdames et messieurs, avant de clôturer cette édition, de découvrir le reste de l'actualité en bref. Des inondations sans précédent en Caroline du Sud, conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent depuis jeudi sur le sud-est des États-Unis. L'État compte déjà 4 morts. Le gouverneur a appelé la population à rester chez elle. L'état d'urgence a été décrété. La garde nationale a été déployée pour participer au secours. Toujours aucune trace de l'appareil de la compagnie indonésienne Aviastar. L'avion transportait 10 personnes. Il a disparu vendredi des écrans radars quelques minutes seulement après son décollage. 4 hélicoptères et 300 personnes sont mobilisés. L'avion effectuait une liaison sur l'île des Célèbes en Indonésie. 26 personnes blessées, dont 5 dans un état critique. C'est le résultat de cette spectaculaire sortie de piste à Malte lors d'un show. La supercar Porsche 918 Spyder a foncé sur les spectateurs pour une raison encore indéterminée. Voilà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Delta Santé. Au revoir.